Bienvenue à ce cours sur la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer la pratique de l'observation de soi, ce que nous appelons l'auto-observation. Nous allons apprendre à développer un sens intérieur qui peut mener à une transformation profonde et radicale en nous. Qu'est-ce que l'observation de soi? L'observation de soi signifie apprendre à diriger consciemment notre attention vers notre monde intérieur. C'est l'une des plus grandes facultés que nous puissions développer. Car si nous apprenons réellement à nous observer, à nous voir clairement et honnêtement à chaque instant, grâce à une auto-observation profonde et personnelle, alors un vrai changement devient possible. L'observation intime de soi est un moyen pratique pour atteindre une transformation radicale. Grâce à l'observation de soi, nous pouvons transformer profondément notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Ce faisant, nous commençons à éveiller et à développer notre conscience. En revanche, si nous continuons à nous focaliser uniquement sur le monde extérieur, comme nous le faisons habituellement, à toujours observer ce que disent ou font les autres, nous ne pourrons jamais créer un véritable changement dans notre propre vie. La vérité, c'est que la seule personne que nous pouvons réellement changer, c'est nous-mêmes. Et la transformation réelle commence lorsque nous tournons notre attention vers l'intérieur, lorsque nous observons ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous ressentons. Quand nous faisons cela, nous commençons à découvrir les raisons cachées derrière nos actions, nos réactions, nos paroles, nos pensées et nos émotions. Et en découvrant ces causes intérieures, nous avons l'opportunité de les transformer, d'éliminer les manières d'être fausses et erronées, qui nous limitent. La seule manière de prendre conscience de toute cette activité intérieure est par la pratique de l'observation de soi. Si nous voulons vraiment nous connaître, nous devons commencer par nous observer. C'est pourquoi, dans cette session, nous allons explorer ce thème en profondeur, afin de comprendre ce qu'est réellement l'observation de soi. Parce que beaucoup d'entre nous pensent déjà savoir ce que cela signifie de s'observer soi-même. Mais comme nous allons le voir, nous confondons souvent l'observation de soi avec connaître ou penser, et ce ne sont pas les mêmes choses. Nous allons également découvrir la différence entre l'observation externe, observer le monde autour de nous, et l'observation interne, qui est beaucoup plus subtile et essentielle. Alors, je vous invite à réfléchir profondément tout au long de ce processus. Clarifions ce qu'est vraiment l'observation de soi, et commençons à l'appliquer dans la vie quotidienne, pour qu'un véritable processus de connaissance de soi puisse commencer. Il faut comprendre une chose essentielle. Connaître et observer ne sont pas la même chose. On peut dire qu'on connaît quelque chose ou quelqu'un, mais cela ne signifie pas forcément qu'on l'a vraiment observé. Par exemple, vous savez que vous êtes assis sur une chaise dans une pièce, mais cela ne veut pas dire que vous observez réellement cette chaise. De la même manière, vous pouvez être conscient d'être dans un état émotionnel négatif, peut-être inquiet, agité ou incertain, mais cette conscience ne signifie pas que vous observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous pouvez dire « Je connais cette personne, et je ne l'aime pas ». Mais l'avez-vous vraiment observé, cette personne? Souvent, nous ressentons de l'antipathie envers quelqu'un sans raison claire, juste parce que c'est comme ça. Mais si nous prenons le temps de nous observer pendant que ce sentiment surgit, nous remarquerons de nombreuses choses, un flot de pensées désorganisées dans l'esprit, un désordre de voix intérieures qui discutent et crient, les émotions qui s'agitent en nous, et le goût désagréable que tout cela laisse dans notre psyché. Si nous observons avec honnêteté, nous verrons aussi qu'intérieurement, nous maltraitons cette personne et même si nous ne faisons rien extérieurement. Mais pour voir tout cela, il faut plus qu'une conscience passive. Il faut une attention active, dirigée consciemment vers l'intérieur. Connaître n'est pas la même chose qu'observer. Et pourtant, beaucoup de gens confondent la self-observation avec le simple fait de connaître. La self-observation est un processus actif. C'est un outil pour une vraie transformation de soi. Connaître, en revanche, est passif, et cela ne mène pas au changement. S'observer demande un effort conscient. Connaître quelque chose non. Cela ne demande pas d'attention, cela reste simplement dans l'esprit, comme un souvenir ou une étiquette. En fait, nous tombons souvent dans le piège de penser que puisque nous connaissons déjà quelque chose, il n'est plus nécessaire de l'observer. Mais lorsque nous cessons d'observer, nous cessons aussi de découvrir. Souvenez-vous de quand vous étiez enfant. Vous observiez tout avec émerveillement, parce que vous vouliez découvrir le monde. Et à cause de cela, la vie semblait magique.
Mais en grandissant, nous commençons à supposer que nous savons déjà comment tout fonctionne. Et donc, nous cessons d'observer. Nous cessons de découvrir. Nous perdons le sens du magique et la joie de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Et nous faisons la même chose avec nous-mêmes. Nous construisons une personnalité, nous nous identifions à elle comme nous l'avons vu dans la session précédente, et ensuite, nous supposons que nous savons déjà qui nous sommes. Mais en faisant cela, nous cessons de nous observer. Nous cessons d'explorer notre monde intérieur. Nous cessons de découvrir qui nous sommes vraiment au-delà de la personnalité, au-delà des désirs, au-delà des apparences. Diriger l'attention vers l'intérieur est une action puissante et positive. Elle nous mène à la découverte de soi à tout moment, dans n'importe quelle situation. Tout cela nous fait comprendre que connaître est un acte complètement passif et mécanique, en contraste clair avec l'auto-observation, qui est un acte conscient. Dès que nous commençons à nous observer, chaque expérience de la vie devient une opportunité de voir quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, nos réactions, nos habitudes, les causes cachées derrière elles, et à travers cela, commencer à changer. C'est pourquoi le but n'est pas de lutter contre les gens ou les circonstances, mais plutôt d'apprendre à lutter contre les mauvaises façons d'être que nous découvrons en nous-mêmes. Penser et observer ne sont pas non plus la même chose. N'importe qui peut penser ce qu'il veut de lui-même, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'observe réellement. Par exemple, je peux penser que je suis une personne très aimante. Mais est-ce vraiment le cas? Ai-je réellement regardé à l'intérieur de moi et observé ce qui se cache derrière mon comportement soi-disant aimant? Peut-être qu'au fond de cet amour se trouve la peur de rester seul. Peut-être qu'il y a une forme de contrôle caché derrière tout cela. Parce qu'une fois que quelqu'un m'aime, je ne veux pas qu'il cesse de le faire. Je ne veux pas qu'il parte. Et s'il le fait, je risque de pleurer, de me sentir misérable, ou même d'essayer de le rendre lui aussi misérable. Alors, est-ce vraiment de l'amour? Ou bien est-ce autre chose qui se déguise en amour? Est-ce que j'aime vraiment ou est-ce que je pense simplement que j'aime? Prenons un autre exemple. Je peux penser que je suis quelqu'un de très honnête et juger les autres comme des voleurs. Peut-être que je regarde les politiciens en disant qu'ils sont corrompus. Ou je pense que les gens qui dirigent les entreprises et les banques sont tous des escrocs. Je juge même quelqu'un à la télévision parce qu'il a volé dans un magasin. Et pendant ce temps, je continue de croire que je suis honnête. Mais est-ce que j'ai déjà observé mon propre voleur intérieur? Est-ce que j'ai remarqué que j'ai encore quelque chose qu'on m'a prêté, et que je n'ai jamais rendu? Ou que j'ai emprunté de l'argent il y a longtemps et que je ne l'ai jamais remboursé parce que je suppose que l'autre personne a oublié, n'en a pas besoin, ou peut attendre? Est-ce que j'ai observé comment je peux parfois essayer de profiter d'une situation, ou de gagner un bénéfice douteux dans une affaire? Est-ce que j'ai remarqué ce qui se passe quand je trouve de l'argent par terre et que je le garde, même si je sais qu'il ne m'appartient pas? Tous ces exemples sont des formes de malhonnêteté, mais si nous ne nous observons pas, nous ne les verrons jamais. La vérité, c'est que nous pouvons penser n'importe quoi à notre sujet. Mais cela ne signifie pas que c'est réel. Cela ne signifie pas que nous l'avons réellement observé. Penser et observer sont deux choses très différentes. L'observation de soi signifie voir nos différents moi en action. Lorsque nous nous observons, notre attention se divise entre l'observateur et l'observé. L'observateur, c'est toujours notre conscience, cette petite partie consciente de notre essence, le 3% qui est encore libre. C'est cette partie qui observe. Ce que nous observons, c'est tout le reste, nos pensées, émotions, sensations, désirs et réactions, là où résident les 97% restants de notre essence prisonnière, enfermés dans l'ego. C'est là que se manifestent tous nos défauts psychologiques, dans nos pensées, nos émotions et notre sexualité. Et nous devons les voir. Nous devons voir chaque moi en train d'agir à l'intérieur de nous, découvrir comment il fonctionne dans notre psyché, reconnaître que chacun d'eux contient une portion de notre conscience emprisonnée, et regretter profondément de les avoir créés. Lorsque nous faisons cela avec honnêteté, nous commençons à voir tout le spectacle intérieur, le flot de pensées, d'émotions, de désirs, les drames personnels, les mensonges que nous nous racontons, les excuses que nous inventons, et même les images morbides ou lubriques qui passent en arrière-plan dans notre mental. Parfois, juste avant de nous endormir, dans ce bref instant entre l'éveil et le sommeil, nous pouvons entendre différentes voix parler dans notre mental.
Ce sont les différents moi qui, à ce moment-là, doivent rompre tout lien avec les différents centres de notre machine organique afin de plonger ensuite dans le monde moléculaire, dans la 5e dimension. Ainsi, nous voyons que la véritable auto-observation demande une attention active et dynamique. Ce n'est pas quelque chose de passif. Cela exige que nous éveillions délibérément notre part consciente, et que nous la maintenions active, afin qu'elle puisse observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pouvons réellement commencer le processus de la mort psychologique. Chaque fois que nous éliminons un défaut, nous récupérons la conscience emprisonnée en lui. Cette conscience libérée éclaire notre obscurité intérieure et aide à libérer d'autres parties. Ainsi, nous devons apprendre à observer comment chaque ego s'exprime à travers nos différents centres. Observer les sensations qui surgissent dans le centre sexuel. Remarquer les impulsions instinctives, comme la peur ou l'anxiété, dans le centre instinctif. Observer les désirs et les réactions dans le centre émotionnel. Observer nos pensées dans le centre intellectuel et remarquer comment les défauts se manifestent à travers les fantasmes, les inquiétudes, les souvenirs ou les plans mentaux. Et ne pas oublier le centre moteur, observer ce que nous faisons et disons, et voir comment nos actions proviennent toujours d'un défaut psychologique caché. Voilà ce que signifie être dans un état d'observation de soi constant, pas seulement de temps en temps, mais à chaque instant. C'est ainsi que nous commençons à découvrir qui nous sommes réellement. Et chaque fois que nous découvrons un défaut, nous devons le juger, le comprendre et reconnaître. Ce n'est pas ma conscience. C'est un défaut qui vole mon énergie. Il doit mourir. Pour l'éliminer, nous devons invoquer la force en nous qui a le pouvoir de dissoudre les défauts de notre divine mère, l'aspect spirituel individuel de notre propre être afin qu'elle l'élimine. Le sens de l'auto-observation est atrophié chez la majorité des gens. Mais si nous persévérons dans cette pratique, le sens de l'auto-observation intime se développera progressivement. Nous devons aussi comprendre qu'observer et s'observer soi-même sont deux choses complètement différentes. Mais les deux exigent de l'attention. Nous sommes donc face à deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. Le premier est perçu à travers les sens de la perception externe, le second ne peut être perçu que par le sens de l'auto-observation intérieure. Lorsque nous observons, notre attention est dirigée vers l'extérieur, vers le monde autour de nous, à travers les fenêtres de nos sens. Ce monde extérieur comprend tout ce qui se trouve en dehors de notre corps physique, notre travail, notre vie familiale, notre environnement social, etc. Nous en faisons l'expérience à travers les 5 sens de perception, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût. Mais quand nous pratiquons l'auto-observation, notre attention se tourne vers l'intérieur et pour cela, les sens extérieurs sont inutiles. Notre monde intérieur, c'est tout ce que nous portons en nous, nos différentes manières d'être, nos émotions, pensées, idées, désirs, espoirs et déceptions. Toutes ces choses sont invisibles pour les sens physiques, mais elles sont souvent plus réelles pour nous que la table de notre salle à manger ou les meubles de notre salon. Qui peut nous dire que notre douleur n'est pas réelle? Ou que nos pensées ou émotions n'existent pas? Ce monde intérieur ne peut être vu qu'à travers le sens de l'auto-observation, une attention consciente tournée vers l'intérieur. Dans nos mondes intérieurs, dans notre monde secret, nous aimons, désirons, soupçonnons, bénissons, maudissons, aspirons, souffrons, jouissons, sommes déçus, récompensés, etc. Ainsi, nous vivons entre deux mondes, l'extérieur et l'intérieur. En vérité, nous vivons plus dans notre monde intérieur que dans le monde extérieur. Le monde extérieur est ce qui est observable. Le monde intérieur est ce qui est auto-observable en soi et à l'intérieur de soi, ici et maintenant. Quiconque souhaite réellement comprendre les mondes intérieurs de la planète Terre, du système solaire ou de la galaxie dans laquelle nous vivons, doit d'abord comprendre son propre monde intime, sa propre vie intérieure particulière. Et plus nous explorons consciemment ce monde intérieur, ce monde que nous appelons nous-mêmes, plus nous comprenons que nous vivons toujours dans deux réalités simultanées, l'une extérieure et l'autre intérieure. De même qu'il est essentiel d'apprendre à marcher dans le monde extérieur pour ne pas tomber dans un précipice, ne pas se perdre dans les rues d'une ville, choisir ses amis, ne pas se lier avec des pervers, ne pas manger du poison, etc. De la même manière, à travers le travail psychologique sur soi, nous apprenons à marcher dans le monde intérieur, qui est explorable grâce à l'auto-observation.
Le point de départ de la science officielle, dans son aspect pratique, est toujours l'observable. Mais le point de départ du travail sur soi, c'est l'auto-observation, l'auto-observable. Et à partir de ces deux points de départ, se dessinent deux chemins très différents. On peut passer toute une vie enfermée dans les dogmes rigides de la science officielle, à n'étudier que les phénomènes extérieurs en observant des cellules, des atomes, des molécules, des soleils, des étoiles, des comètes. Et pourtant, ne jamais vivre une transformation intérieure profonde. Car le type de connaissance qui transforme véritablement l'être humain ne peut jamais s'acquérir par l'observation externe. Il existe deux types de connaissances, la connaissance externe et la connaissance interne. Et tant que nous n'apprenons pas à différencier les qualités de ces deux types de savoir, ce mélange des deux plans ou ordres d'idées peut facilement nous conduire à la confusion. Les doctrines pseudo-ésotériques, aussi sublimes soient-elles et avec un fort arrière-plan scientifique, appartiennent au domaine de l'observable. Pourtant, elles sont souvent acceptées par beaucoup comme s'il s'agissait de connaissances intérieures. La véritable connaissance, celle qui engendre une transformation intérieure réelle, ne n'est que de l'auto-observation directe. En observant le monde extérieur, nous pouvons peut-être modifier certaines conditions mécaniques autour de nous. Mais quoi que nous changions à l'extérieur, cela ne touchera jamais ce que nous sommes à l'intérieur, nos façons de penser, de sentir, de réagir, d'être. Le véritable changement profond, intime, radical ne devient possible qu'à travers l'auto-observation et la mort psychologique. Il faut aussi se rappeler que toute connaissance acquise par les 5 sens extérieurs est extrêmement limitée. Mais quand nous développons le sens de l'auto-observation, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde de notre monde intérieur, et cette connaissance intérieure, à son tour, donne accès aux dimensions internes de la Terre, de la galaxie, et même de l'univers tout entier. C'est pourquoi l'oracle de Delphes, à l'entrée du temple d'Apollon en Grèce, portait cette phrase intemporelle. « Homme, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Cette phrase ancienne révèle une vérité sacrée. En approfondissant la connaissance de soi, les mystères de l'univers et de la divinité commencent à se dévoiler. Ce que je partage ici n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une connaissance ancienne, éternelle, présente dans toutes les cultures de l'histoire. Et elle existe dans un seul but. Aider chaque âme à accomplir la raison pour laquelle elle est descendue dans cette existence physique. Ce but se trouve dans les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Grâce à eux, nous apprenons à nous connaître, à comprendre et à éliminer chaque formation psychologique négative que nous avons créée en nous, ces défauts qui emprisonnent notre conscience, notre sagesse et notre capacité d'aimer. Et en nous libérant, nous acquérons la capacité de comprendre tous les êtres humains, de conserver l'énergie nécessaire à la création de nos corps internes, les véhicules spirituels qui nous permettront de nous éveiller et de nous déplacer consciemment dans les dimensions supérieures de la nature. Et d'investiguer toute la connaissance objective du cosmos. Ce potentiel ne se trouve pas à l'extérieur de nous. Il vit en chacun de nous. Alors je vous invite à commencer maintenant. À mettre en pratique l'auto-observation à chaque instant. À commencer à éliminer tout ce qui est subjectif en vous. Et à entrer dans la réalité vivante de votre monde intérieur. Et dans les mondes supérieurs de la conscience qui vous attendent. Dans notre prochaine conférence, nous entrerons en détail sur les 3 facteurs de la révolution de la conscience, afin de bien comprendre les 3 seuls travaux objectifs que nous devons accomplir si nous voulons réellement éveiller notre conscience. Merci beaucoup pour votre présence et pour votre attention. On se retrouve dans le prochain thème.